Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que cofondatrice du collectif Initiative Citoyenne, un collectif bénévole et indépendant composé de médecins et de non-médecins qui s'est créé à l'époque de la pseudo-pandémie de H1N1 en 2009. À l'époque, nous avions investigué sur le rapport bénéfice-risque de la vaccination et sur tout le contexte de crise qui était celui d'alors. Malheureusement, à cette époque, l'OMS avait déjà modifié sa définition des critères de pandémie en disjoignant le critère de gravité et de mortalité avec celui de contagion et d'extension. Aujourd'hui, nous sommes hélas dans les conséquences de cette définition modifiée. Dans le contexte grave que nous connaissons à l'heure actuelle, avec des restrictions absurdes et disproportionnées de nos libertés, au nom d'une urgence sanitaire qui n'existe plus, nous avons voulu donner la parole à 24 professionnels de santé belges, qui sont des professionnels d'expérience, de terrain, de valeur, afin de leur demander leur avis sur tout ceci, à la fois sur la maladie, sur la restriction des libertés, et leur avis sur les meilleures options pour redresser la situation et avancer enfin dans la bonne direction. Ces professionnels sont des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des kinés, des infirmiers, des pharmaciens, des dentistes, des naturopathes. Nous vous invitons à profiter de cet éclairage que vous n'entendrez pas dans les médias mainstream pour avoir un nouveau pouvoir d'action, reprendre votre santé en main, défendre au mieux vos libertés et donc diffuser, s'il vous plaît, massivement ces vidéos autour de vous pour permettre aux gens de se faire une opinion davantage éclairée sur ce qui se passe et ce qui nous attend dans les mois à venir. Si vous êtes professionnel de santé, rejoignez-nous, contactez-nous, rejoignez le groupe et ensemble travaillons à améliorer la situation et à aller enfin dans la direction que nous méritons. Monsieur, chers amis, bonsoir. Je me présente. Benoît Kéroni, médecin depuis plus de 40 ans. Je réalise cette vidéo afin d'éclairer la tragédie qui frappe notre pays. Je m'acquitte en fait d'une tâche douloureuse qui fait saigner mon cœur. Vous n'êtes pas sans savoir que, sous le couvert d'une urgence sanitaire, laquelle est d'abord le fait d'un emballement médiatique débridé, des pouvoirs dits spéciaux, mais qui perdurent, plongent notre pays dans une ignominie sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Confinement et masques sont ainsi devenus les symboles d'une démocratie bafouée par des politiciens irresponsables, mal conseillés par des individus en conflit d'intérêts permanent. N'importe quel médecin sensé, bien au fait des épidémies, vous dira que le grand air et l'aération correcte des voies respiratoires supérieures sont les bases de toute hygiène collective qui se respecte. Toutes les études scientifiques vont dans ce sens. Ce qui se passe dans notre pays ne relève plus de la médecine, ni de la science, mais du droit aux libertés élémentaires, individuelles et collectives, inscrites dans la Charte des droits humains, dans la Constitution et dans notre Code civil. Sous couvert d'une pandémie qui reste à prouver, notre Belgique est sous le joug permanent d'un pronunciamento sanitaire qui ne dit pas son nom. M'adressant aux femmes et aux hommes politiques de ce pays et tout particulièrement aux bourgmestres, je leur demande de se ressaisir et de cesser d'humilier leurs concitoyens et électeurs par des mesures liberticides et dégradantes. M'adressant au corps constitué et tout particulièrement à nos procureurs généraux, à nos magistrats des parquets, à nos gouverneurs de nos provinces, à nos chefs de corps de nos zones de police, je leur demande de veiller à la séparation des pouvoirs et de privilégier en leur âme et conscience les droits humains, le respect de notre Constitution et l'application stricte de nos lois. Je pense tout particulièrement à l'article 563 bis du Code pénal qui interdit le port du masque dans l'espace public. Je leur demande aussi
Je leur demande aussi, ainsi, de ne pas devenir, à leur corps défendant, le bras armé d'un présidium élargi qui n'a aucune assise légitime et démocratique. M'adressant aux journalistes qui instillent la peur depuis des mois, je leur demande de dire enfin la vérité. M'adressant à mes confrères, je leur rappelle en toutes circonstances leur serment d'Hippocrate. D'abord ne pas nuire. Enfin, j'ai une pensée émue pour les grands patriotes de ce pays que j'ai eu l'honneur de soigner. Je crois, moi aussi, aux forces de l'esprit et leur demande de veiller à ce que ce beau royaume pour lequel ils ont tant lutté redevienne un havre de paix, de tolérance, de liberté de circulation et d'expression, sans entrave ni muselière. Madame, Monsieur, chers amis, merci de m'avoir visionné. Et je voudrais terminer ce message humaniste par un cri du cœur, issu d'une célèbre chanson de Carlos. Embrassez-vous! Vive la Belgique! Vive la Belgique libre! Aujourd'hui, je décide de prendre la parole, tout simplement parce que je n'en peux plus de contempler tout ce qui se passe autour de nous et de faire comme si tout était normal. Et je n'en peux plus de voir que l'ensemble de la population accepte et ne dit rien, ne va pas contre toutes ces mesures liberticides. Je n'en peux plus de voir qu'à l'hôpital dans lequel je travaille, mes collègues, infirmières, médecins et toute autre profession respectent les mesures en oubliant tout ce qu'on leur a appris depuis leurs études, les normes d'hygiène, la façon d'utiliser les masques, la façon de se laver les mains, la façon de soigner. Je n'en peux plus de contempler cela et de faire comme si c'était normal. Ça ne l'est pas. Les dérives sont graves, autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Je n'en peux plus de soigner des enfants avec ma muselière. Je n'en peux plus de ne pas pouvoir partager mon sourire, mes émotions. Je n'en peux plus de ça. Je veux retrouver ma liberté d'expression, ma liberté de partage. Je veux retrouver un cercle social. Je veux pouvoir vivre tout simplement. Je veux que mon fils connaisse la liberté. Je refuse que la vaccination soit obligatoire, que ce soit pour les enfants, pour le personnel soignant ou pour tout autre individu de cette société. C'est grave ce qu'il se passe. Je n'en peux plus de contempler ça sans rien faire. Il est temps de bouger, il est temps de se réveiller, il est temps de parler. Et là, aujourd'hui, je parle. À partir d'aujourd'hui, je ne respecterai plus les mesures qui sont obligatoires à l'hôpital. Je ne mettrai plus mon masque sur le parking, je ne mettrai plus mon masque dans les vestiaires à côté de mes collègues, je ne garderai plus ce masque pendant 8 heures de travail. Je l'utiliserai à bon escient avec mon bon sens d'infirmière comme on me l'a appris lors de mes études. Je retrouve mon bon sens et j'agis correctement. Le patient a le droit à des soins de qualité. Le patient a le droit à l'information et non à la désinformation. La société a le droit à l'information. Je dis stop à la désinformation. Je dis stop à la manipulation des chiffres. Je veux de la transparence. Je veux que l'on explique aux gens qui ne connaissent pas les statistiques. Je veux qu'on leur dise la vérité. Bonjour. Je m'appelle Pascal Sacré. Je suis médecin depuis 25 ans et diplômé en anesthésie et réanimation depuis 17 ans. Je travaille actuellement en soins intensifs dans la région de Charleroi. J'ai voulu m'adresser à vous et m'exprimer à propos du Covid-19 aujourd'hui, d'abord en tant que médecin. Car ce qui se passe aujourd'hui, ce que je vois autour de moi, m'effraie. Oh, pas le virus, plus le virus. Mais plutôt toute cette propagande gouvernementale que l'on peut entendre au travers des médias, encore aujourd'hui.
autour de ce virus. On voit encore aujourd'hui qu'on veut faire peur aux gens, qu'on veut faire peur aux gens alors que l'épidémie s'éteint. On peut voir ici sur pourtant les sites officiels publiés par Cienzano, qui est donc l'organe officiel de gestion de cette crise Covid-19. On peut voir sur ce site des graphes qui parlent d'eux-mêmes. Et on voit par exemple sur celui-ci qu'effectivement, le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 baisse continuellement ici jusqu'au 30 juillet. Et ça, c'est la réalité. On voit également, parallèlement, que le nombre d'admissions en soins intensifs diminue continuellement. Et enfin, le nombre de décès que l'on peut rattacher au Covid-19 diminue continuellement de semaine en semaine. Et tout cela est officiel, et tout cela est la réalité médicale. Pourquoi aujourd'hui, étant donné cette réalité médicale, continue-t-on à faire peur aux gens en parlant d'une épidémie de tests? Car plus on teste les gens, c'est assez logique, plus on découvre de tests positifs de gens qui ont peut-être fait cette maladie, mais n'en ont ressenti aucun symptôme, n'ont pas dû être hospitalisés pour cela. Par contre, et c'est le vrai reflet d'une maladie, le taux d'hospitalisation, le taux d'admission en soins intensifs et le taux de décès lui diminue sans discontinuer. Et voilà ce qui m'effraie au jour d'aujourd'hui. Alors qu'on continue à faire peur aux gens, et que sur cette peur, utilisant cette peur, sous prétexte de cette peur, on fait passer des mesures dont on peut douter en plus de l'efficacité, mais qui surtout ne sont plus d'actualité, comme par exemple le port continu du masque, même en faisant son vélo dans certaines communes, ou en promenant son chien, ou seul dans la rue. Tout cela n'a plus aucun sens. Et surtout toute cette propagande de nouveaux cas qui sont en fait des testés positifs, mais sans reflet aucun dans le nombre d'hospitalisations, sans aucun signe de gravité. Bonjour, je suis le docteur Provenzano, médecin généraliste à Loverval, dans la région de Charleroi. Je voulais faire un petit texte, une petite vidéo pour partager mon désaccord vis-à-vis de toutes les mesures soi-disant sanitaires pour un virus qui n'est pas plus dangereux qu'une grippe, mais dont nous ont fait tout un plat. D'abord, pendant la crise, on ne nous imposait pas le masque, qui là peut-être nous aurait pu nous aider pour la transmission du virus, mais non, rien, aucun masque, rien du tout. Et puis maintenant que, comme n'importe quelle virose, cette épidémie, avec le temps, perd de sa virulence. Et là, on essaye de nous affaiblir en nous forçant obligatoirement à porter des masques dans des endroits clos, maintenant même dans des endroits ouverts, où on se balade en pleine nature et on doit porter des masques. C'est de l'ineptie. Je crois qu'en 25 ans de médecine, j'ai jamais vu une telle mascarade. Et alors quoi, il faut oublier tous nos cours d'immunité en immunologie, de savoir que nous nous battons tous les jours contre des millions et des millions de virus, que nous avons des super anticorps, une bonne immunité, et que nous gagnons chaque jour tous les combats. De temps en temps, si on est affaibli, oui, un peu plus faible, on peut développer une petite pathologie virale, un état grippal, mais ici, nous empêcher de respirer correctement, nous mettre cette muselière toute la journée. Je plains les gens dans l'Oreca qui commencent leur journée à 9h, 10h avec un masque et qui doivent tenir ça jusqu'à la fermeture de leur restaurant, en diminuant la capacité de respirer correctement, avec en plus la chaleur, la canicule qui n'arrange rien, notamment pour les personnes en difficulté respiratoire, les bronchites chroniques, asthmatiformes, donc les BPCO, les vieilles personnes qui ont déjà pas mal de difficultés à trouver leur respiration. Si en plus toute la journée on doit leur mettre un bout de tissu devant leur nez, devant leur bouche, qui en plus doit pulluler de microbes vu ce milieu humide, non aseptisé, puisque nous en salle d'op, un masque ça se porte 2 heures, 3 heures, le temps de l'opération, on ne le touche pas.
On se lave les mains, on met nos gants stériles, on nous met le masque. Quand c'est fini, on le jette à la poubelle. Ici, quand je vois les milliers de gens qui mettent leur masque dans leur poche, sur le tableau de bord de leur voiture, dans leur veste, qui n'arrêtent pas de le toucher, de le tripoter, une fois au-dessus du nez, une fois en dessous du nez, une fois au-dessus de la tête. Pour aussi une question financière, vont garder le masque comme ça pendant des semaines jusqu'au moment où il sera troué. Là, par contre, on peut dire qu'ils sont à quelques millimètres d'une pullulation microbienne et virale, et même mycotique, car il y a des champignons, des aspergillus et d'autres microbes qui peuvent leur libérer des spores et autres. Donc je dis, on est loin de l'image du masque qui protège contre un virus, qui est aseptique et qui joue son rôle médical de protection. Donc là, on se pose quand même des questions. J'ai l'impression qu'on nous prend vraiment pour des cons. Et le pire, c'est que même les médecins se laissent avoir dans ce système. Or que si on a un bon médecin, si on a appris la médecine, la science, on sait très bien à quoi peut nous servir un masque. Et même quand je vois ça, je me dis, mais où va la médecine? Mes propres enfants, j'ai même pas envie qu'ils fassent la médecine parce que c'est plus à la médecine, c'est de la prescription pour Big Pharma. C'est de suivre les guidelines inscrits pas par des scientifiques, mais de nouveau par des lobbyistes. Et si c'est ça le monde, moi, je préfère partir, même sans coronavirus. Parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue dans de telles conditions. Voilà, c'était le coup de gueule du docteur Provenzano. J'espère que beaucoup de gens vont se réveiller de cette situation. Je pense être dans un rêve éveillé. Si un jour on m'avait raconté cette histoire, j'aurais dit bah, c'est une bonne histoire belge. Ben non, c'est la réalité. Et le problème, c'est que c'est dans le monde entier, par cette petite capacité, ce pouvoir qu'ont ces gens qui sont au-dessus de nous, qui pensent que le peuple n'est pas fort. Et quand le peuple va se retourner, ça va faire très mal. Dans ma formation, nous apprenons également l'importance de respecter les besoins fondamentaux de l'individu. Donc, nous travaillons sur le concept de Virginia Anderson, qui parle de 14 besoins fondamentaux qui permettent à la personne d'être en bonne santé. Ces 14 besoins fondamentaux font partie des programmes des écoles d'infirmières depuis déjà très longtemps. Ces besoins englobent une approche à la fois biologique, physiologique, psychologique et sociale, et même spirituelle. Et ces besoins sont importants pour maintenir la personne en bonne santé. Ces besoins sont actuellement non respectés par les mesures prises par le gouvernement. Le besoin de respirer n'est pas respecté puisqu'on nous impose le port du masque, et donc nous respirons de l'air vicié. Le besoin de sécurité n'est pas respecté puisque l'on vit dans un climat anxiogène permanent depuis 5 mois. Le besoin de protéger nos téguments n'est pas respecté puisque le nez et la bouche sont enfermés dans ce milieu de culture. Le besoin de croire en ces valeurs n'est pas respecté puisqu'on nous impose des normes qui sont contraires à nos connaissances, à nos croyances, et on nous éloigne de nos familles et de nos proches. Le besoin de se récréer n'est pas respecté à partir du moment où on ne peut pas pratiquer nos activités. Le besoin de communiquer n'est pas respecté à partir du moment où on cache le visage, à savoir que l'expression faciale fait partie de la communication. Et le besoin d'apprendre n'est pas non plus respecté puisque nos enfants ne peuvent plus se rendre à l'école. Je suis donc atterrée, triste et inquiète des mesures prises par ce gouvernement. Je suis cependant certaine que beaucoup de citoyens continuent à croire en notre pays et en notre devise « L'union fait la force ». Ainsi, nous devons croire qu'il est encore possible de se battre pour nos libertés et qu'ensemble, nous pouvons y arriver. Je m'appelle Anne de Vlechoer et je désirais contribuer à la démarche d'initiative citoyenne parce que je trouve que la pression exercée sur la population devient trop forte et trop intense. Depuis l'obligation de porter le masque en rue, à Bruxelles, sur base des chiffres de Sensano, il tombe à pic, et surtout la présence permanente de la police dans les rues, ce recours à la menace de l'amende, voire pire, m'exaspère au plus haut point. Rien ne me semble justifié là-dedans. Cela me fait d'ailleurs penser à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, le port de l'étoile, les tampons spéciaux sur les cartes d'identité et surtout la complicité de la police dans la poursuite, les arrestations,
Cela m'est d'autant plus insupportable que sur mon lieu de travail, un hôpital, le port du masque est aussi obligatoire en tout lieu, en tout temps, et une seule entrée pour contrôler les gens qui rentrent, le gel systématique et les files dehors de tous ces gens qui attendent pour pouvoir rentrer par cette entrée unique de l'hôpital. Ces zones pour le voyage aussi, qui changent pour un oui, pour un non, vert, jaune, rouge, orange. Les magasins pris en otage par le biais des bourgmestres, mis à contribution eux aussi sans distinction. Tout le monde est tenu par l'argent. C'est vraiment devenu le nouveau Dieu avec un grand D. Sans compter que j'ai lu dans la presse récemment qu'ils envisagent de forcer les élèves du secondaire à mettre un masque en classe. À quand les primaires, à quand les maternelles, puis des crèches? Où va-t-on? Comment mes collègues et tous mes autres compagnons humains acceptent-ils toutes ces intrusions dans nos vies sur base de chiffres donnés par une clique de 6 personnes? Que les experts scientifiques qui les conseillent publient leurs données. Quand le peuple en a marre, c'est la Bastille. Pour moi, il y a quelque chose de positif, un message positif, car on voit autour de soi de plus en plus de gens réagir, de tous métiers confondus, pas seulement de métiers soignants, médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers, mais également de tous métiers, de toute origine et de tous âges. On voit des personnes se lever, on voit des personnes parler, s'exprimer et dire cela. Et ça fait chaud au cœur. Et je dirais, en droite ligne de ça, qu'il y a vraiment de quoi garder espoir et se réjouir à condition de s'unir, car l'union fait la force, surtout face à cette peur, surtout face à cette propagande omniprésente. On disait dans le passé que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et je me pose la question de la justesse, de la façon dont les experts de science nous communiquent des chiffres détachés de toute réalité, disant qu'il y a eu autant de cas en plus, mais ne mettant pas ça en rapport avec le fait qu'il y a peut-être eu 10 fois plus de personnes testées. Avec cette histoire de confinement, où on dit, oui, si on ne fait rien, au 31 juillet, ce sont des mathématiciens flamands qui ont dit, on va de nouveau avoir une seconde vague, un pic épidémique. D'accord? Alors, si le nombre de cas augmente, est-ce que le nombre de cas augmente parce que l'épidémie revient ou bien parce qu'on fait plus de tests? La seule manière de le savoir, c'est faire un pourcentage de tests positifs au cours du temps. Si tu fais le rapport entre le nombre de cas testés positifs sur le nombre total de tests sur la journée, le rapport reste toujours aux alentours de 0,3 à 5%. Et il ne décolle pas. Or, s'il y avait une deuxième épidémie, une deuxième vague, ce pourcentage devrait augmenter. Il n'augmente pas depuis 100 jours. Depuis le 28 avril, on est toujours en bas. Okay. Donc, ceux qui disent qu'il y a une deuxième vague, faites attention, la deuxième vague arrive, il y a une croissance exponentielle, ce sont des nuls en maths. Point barre. Je l'affirme haut et fort. Voilà. Donc, tout ce qu'on fait là pour le moment, les masques, le confinement et compagnie, et qu'on met une restriction des libertés des gens de se voir, de faire un barbecue et compagnie, c'est une aberration mathématique. Mais la propagande de peur s'intensifie. En mars 2020, nous sommes entrés dans un monde délirant, gouverné par la peur et les mensonges de nos autorités, qui font actuellement tout pour nous prolonger et nous plonger dans la panique sans justification médicale réelle. Une maladie existe lorsqu'elle entraîne des malades, des personnes qui présentent des signes cliniques, qui nécessitent des soins, des hospitalisations et qui sont menacées de mort. Or, lorsqu'on consulte les données officielles de santé publique, on constate depuis 3 mois une baisse continue du nombre des hospitalisations, du nombre d'entrées en réanimation et du nombre de décès, des indicateurs clés d'une épidémie évolutive. Pourquoi les données rassurantes dont on dispose aujourd'hui ne font-elles pas les gros titres des journaux? À quoi rime cette volonté d'imposer le masque alors que la maladie a quitté le pays, de faire croire aux petits-enfants qu'ils ne doivent pas embrasser leurs grands-parents pour les protéger, de rappeler constamment au public que les restrictions pourraient être réimposées bientôt, sinon à entretenir la panique
et s'assurer de la soumission de la population. Bonjour, je m'appelle Pierre Brier, je suis médecin et chirurgien ORL en médecine libérale et en hôpital universitaire, où je gère des projets de recherche, et en particulier dans le but de créer de nouvelles techniques de soins et de nouvelles techniques chirurgicales dans le cadre de maladies un peu spécifiques comme la mucoviscidose ou les malformations respiratoires nasales du nouveau-né. Et je suis très heureux de pouvoir m'exprimer aujourd'hui, car depuis le début de cette pandémie, comme beaucoup de mes confrères, je suis perplexe devant la tournure que prennent les événements, devant les décisions aussi souvent peu rationnelles qui sont prises. Ces attitudes de nos autorités sanitaires sont pour moi totalement incompréhensibles et je laisserai à chacun d'entre vous d'y apporter sa propre réponse. Je m'appelle Agnès Bouria, je suis pharmacien nutrithérapeute et j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui pour m'insurger face à la démesure politico-médiatique autour de la Covid-19. Nous ne sommes plus en phase épidémique. Selon les rapports Sciences Anno, les mêmes qui sont agités pour vous effrayer, eh bien, effectivement, sur les graphes épidémiques, on voit une augmentation du nombre de cas, mais qui est en total décalage par rapport aux hospitalisations et surtout à la mortalité qui reste très bas. Or, c'est par rapport aux signes cliniques et à la mortalité qu'on juge la gravité d'une maladie. Aujourd'hui, le taux de létalité du virus, c'est-à-dire le nombre de décès rapportés au nombre de cas, est extrêmement faible, quasi nul en fait. Non à la peur, reprenons nos droits. Chers collègues, chers confrères, rejoignez-nous afin de faire entendre raison à cette expertocratie qui a littéralement perdu les pédales. On est en fait obligés tous de s'unir. Et j'appelle tous les thérapeutes qui pensent comme nous à venir rejoindre notre groupe sur le site, par le biais du site d'Initiative Citoyenne, qu'on puisse former une grande force de soignants prêts à défendre leurs patients et à remettre de l'ordre dans ce monde qui va dans tous les sens. Aujourd'hui, je suis très inquiète des décisions prises par notre gouvernement. J'ai l'impression qu'on nous infantilise, qu'on nous oblige à vivre dans la peur, qu'on nous prive de liberté. Pour moi, une des choses les plus importantes serait de plutôt nous apprendre à prendre soin de notre santé, à ne pas tomber malade. Et comment ne pas tomber malade? En prenant soin de notre système immunitaire. Alors comment prendre soin de notre système immunitaire? Simplement en sortant de chez nous, en s'aérant, en respirant l'air frais, sans masque. Un autre moyen de prendre soin de notre système immunitaire est de se nourrir correctement, c'est-à-dire ne pas manger de produits industriels. On trouve quasi que ça dans les supermarchés, en mangeant des fruits et des légumes non arrosés par des pesticides, c'est-à-dire il faut consommer bio, en prenant soin de notre corps, c'est-à-dire en faisant du sport, et surtout en vivant dans la joie, en évitant la peur. Et aujourd'hui, autour de nous, il n'y a plus que ça. Bonjour. Je me présente en tant que médecin et père de 6 enfants. Je suis sidéré par la crise du coronavirus. Pour moi, le coronavirus est un virus qui amène de nombreux symptômes grippaux, plus ou moins forts, suivant les personnes. Certaines personnes, malheureusement, devront se rendre à l'hôpital, seront peut-être placées en réanimation suite à des problèmes respiratoires, dont la cause semble non pas pulmonaire, mais bien sanguine, en rapport avec des thromboses pulmonaires qui empêchent l'oxygénation des tissus. Et malheureusement, nous allons déplorer quelques personnes qui vont décéder
principalement des patients atteints de nombreuses pathologies ainsi que des personnes très âgées. Confiner pour moi n'était pas la solution. Une grippe entraîne une immunité collective. Laisser circuler le coronavirus aurait entraîné une immunité collective. Je partage tout à fait le point de vue de certains scientifiques qui disent qu'il faut dépister, puis traiter, en isolant les personnes infectées, contaminées, et en protégeant les personnes les plus fragiles. On nous dit qu'il n'y a pas de traitement, c'est tout à fait faux. Le professeur Raoult, avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, a eu de très bons résultats. D'autres médecins ont utilisé une association de macrolide et de céphalosporine. L'Artemisia annua est une plante qui semble donner également de très bons résultats. On a entraîné et entretenu un climat de peur collective. On nous susurre tout le temps des chiffres alarmants qui nous font paniquer en nous disant « vous devez absolument rester chez vous, vous isoler, porter les masques ». On est occupé à créer ce qu'on appelle une psychose collective. Et les médias sont malheureusement très forts pour cela, puisque à la télévision, nous n'entendons plus que ces propos alarmistes. Le gouvernement propose simplement des mesures anti-corona. Porter un masque, certains chercheurs nous démontrent que non seulement ce masque est inutile, mais même dangereux, car il empêche une bonne respiration, il permet l'accumulation de virus bactéries autour de la bouche, ce qui diminue notre immunité. On nous dit distance sociale. C'est contre la nature humaine. Nous savons bien que les contacts familiaux, amicaux, sociaux sont très importants, à la fois pour notre bien-être et pour une bonne immunité. On est occupé à nous isoler, on est occupé à nous confiner, à nous mettre dans nos prisons particulières, à saper toutes nos libertés. Mais c'est étonnant, il n'y a absolument aucune mesure pour augmenter notre immunité. On ne nous dit jamais « mangez mieux, plus de légumes, plus de fruits, prenez l'air, détendez-vous, soyez moins stressés, prenez des stimulants de l'immunité comme le zinc, la vitamine C, la vitamine D, des probiotiques, des oligo-éléments et bien d'autres produits. » On ne nous parle que du virus, on ne parle pas de la personne. Apparemment, seul se protéger du virus nous aide et non pas augmenter notre immunité. Mais les médecins savent que la maladie ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. C'est parce que nous sommes fragilisés par une mauvaise alimentation, par une mauvaise hygiène de vie, par une pollution électromagnétique que la 5G ne va certainement pas améliorer, par tous ces conflits intérieurs, par tous nos tourments, que la maladie va apparaître, que le virus va avoir prise sur nous. Sinon le virus ne peut pas nous atteindre. Et donc il est important de retourner à une médecine de la santé et non pas de la maladie. On est occupé à briser les liens sociaux, on est occupé à briser les relations familiales. C'est gravissime. Il n'y a que deux forces dans l'univers, la peur ou l'amour. La peur, elle divise, elle écarte, elle nous rend méfiants, elle nous rend fragilisés. L'amour nous rassemble, nous donne de la chaleur dans le cœur, nous réunit, augmente notre immunité. À nous de choisir, libre ou confiné, amour ou peur. Dans cette crise, je ne comprends pas pourquoi on a très peu parlé du système immunitaire, comme s'il avait disparu, comme s'il n'existait pas. Alors qu'on sait pertinemment bien que les personnes qui sont réellement décédées du Covid sont des personnes principalement très âgées et qui avaient une ou plusieurs pathologies lourdes, donc un système immunitaire déjà affaibli. Alors comment on va renforcer son système immunitaire? Eh bien, un peu comme un sportif va s'entraîner régulièrement pour garder une certaine performance physique, on va exposer notre corps à des challenges réguliers et adaptés à chacun. Donc on va s'exposer au chaud,
au froid, on va s'exposer au soleil, on va s'exposer au vent, à la pluie, on va nager dans la mer, dans les rivières froides. On ne va pas rester confiné chez nous. On va faire du sport, on va bouger. On va renforcer notre système immunitaire aussi par des techniques de respiration. Donc on ne va pas garder un masque toute la journée, ce qui va provoquer une hypoxie à moyen terme ou à long terme. On va avoir une alimentation saine, donc pas une alimentation non périssable comme les pâtes, le riz sur lesquels les gens se sont rués dans la panique, mais on va avoir une alimentation gorgée de micronutriments, de vitamines, de minéraux. On va aussi renforcer le système immunitaire par le contact empathique. Donc nous sommes des êtres de contact, nous avons besoin de ce contact pour fabriquer certaines de nos hormones, mais nous avons aussi besoin de ce contact pour transmettre les bactéries, les virus et augmenter notre capacité adaptative, notre système immunitaire. Nous sommes des êtres composés de 10 fois plus de bactéries que de cellules. Nous allons arrêter vraiment de regarder toutes les informations unilatérales, mensongères et anxiogènes parce qu'on sait très bien l'impact catastrophique du stress sur le système immunitaire. Puisque tout ce que dit la TV est inutile, que faire? Une seule chose, augmenter son immunité. Pour cela, il va falloir faire plusieurs choses. D'abord, prendre de fortes doses de vitamine D. Demandez le dosage à votre médecin. Et selon certains naturopathes, on devrait aller jusqu'à 5000 unités de vitamine D par jour. Sachez que le stress engendré par les mauvaises nouvelles de la TV engendre une chute de l'immunité. On a énormément parlé de tellement de choses en ce qui concerne le Covid, mais j'ai rarement, en tout cas dans les médias généralistes, vu des articles qui parlent un petit peu de comment prendre soin de sa santé en matière de prévention et réexpliquer ce qu'est l'immunité et réexpliquer ce dont elle a besoin. Surtout qu'en plus de ça, on a été en confinement dans un état de stress intense et je n'apprends rien à personne quand je dis que le stress diminue nos défenses immunitaires. Donc, le conseil que je donne de toute façon, c'est de prendre soin de soi, de manger suffisamment bien, d'éventuellement se complémenter en vitamine C, en zinc, de vérifier si on n'a pas des carences, etc., de faire du sport, un petit peu d'activité physique, bien que maintenant, il faudrait éventuellement porter un masque pour faire de l'activité physique, donc je ne sais pas si c'est vraiment le conseil à donner actuellement, mais de manière générale, je pense que les gens doivent se rendre compte qu'ils peuvent se réapproprier aussi un petit peu et se rendre compte qu'ils ne sont pas juste une machine qui, au moment où elle a une défaillance, elle a une défaillance. En fait, non. Le corps humain est beaucoup plus complexe que ça. On a un système immunitaire qui est là pour nous protéger et si on lui en donne les armes, il travaille un petit peu. Donc, ce n'est pas forcément une fatalité que une fois en contact avec un virus ou une bactérie, on va nécessairement l'attraper et même si on l'attrape, on va nécessairement en développer une forme grave. Je commencerai avec 2 faits scientifiques, 2 études en rapport avec ma spécialité. La première qui établit un lien entre les faibles taux de vitamine D et le risque accru de développer une forme grave de Covid. La seconde étude indique que le zinc en supplémentation aurait un effet protecteur, voire thérapeutique en combinaison contre la Covid. Alors, est-ce que les experts catastrophistes vous parlent de tout ça? Non. Leur doctrine ressemble à l'hygiénisme maladroit du 19e siècle, alors qu'on sait aujourd'hui que le terrain immunitaire des individus et des populations est un facteur capital dans la dynamique des infections et des épidémies. J'en veux pour preuve que dans l'histoire de l'humanité, la plupart des épidémies mortelles étaient précédées de guerres et de famines. L'immunité ne dépend pas de l'extérieur, mais dépend de nous. Donc c'est un terrain. Donc on retourne à l'histoire, il y a eu Deschamps et Pasteur. Et Pasteur a gagné à une voix près. Donc le pouvoir, etc., de la direction de l'humanité dans la médecine a changé à une voix près au niveau des décisions. Et ça a été une bataille
terrible à l'époque que l'immunité ne dépend pas de l'extérieur, mais dépend de nous. Donc, c'est un terrain. Donc, on retourne à l'histoire. Il y a eu Deschamps et Pasteur. Et Pasteur a gagné à une voix près. Donc, le pouvoir, etc., de la direction de l'humanité dans la médecine a changé à une voix près au niveau des décisions. Et ça a été une bataille terrible à l'époque. Donc, voilà, ok, donc c'est juste, mais il faut savoir, il faut remettre l'immunité à sa place. Donc, maintenant, nous voyons très bien que la grippe, donc ce Covid-là, c'est l'équivalent d'une grippe, même pas d'une grippe espagnole, puisqu'on a les moyens de la soigner. La grippe espagnole, quand elle est arrivée en 19, il n'y avait pas moyen de la soigner. Les connaissances n'étaient pas là. Les connaissances sont là, les médecins sont là, tout le monde est là, les naturopathes sont là pour apprendre comment gérer un corps physique. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a les moyens. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous défendre. Nous avons un corps très bien agencé et nous avons les gens autour de nous. À Bruxelles, c'est bourré de thérapeutes compétents, de médecins compétents, des orthomoléculaires, enfin toutes sortes de gens. Vous avez une équipe médicale extraordinaire, compétente. Donc voilà, première chose, c'est la remettre l'immunité à sa place. Cette croyance-là, il faut la changer de croyance parce que nous sommes guidés avec nos croyances et on a pendant ces années trop voulu faire croire pour des raisons commerciales que tout se passait à l'extérieur de nous et que l'immunité ne dépendait pas de nous. Donc voilà, il faut remettre l'immunité à sa place. On n'a jamais eu de discours sur stimuler son système immunitaire. Comment je fais pour aller bien? Parce que en fait, le virus c'est une chose, mais le plus important c'est le terrain sur lequel il va se développer. Donc si le terrain est sain, il n'y a aucune raison d'avoir peur d'un virus. Et pourquoi ne pas donner aux gens des messages de prévention pour améliorer son terrain? Et tout simplement, avec parfois des vitamines, on n'en a jamais parlé. Apparemment, le zinc est un élément essentiel dans le cadre de cette épidémie, on n'en a jamais parlé. Prendre l'air, c'est essentiel. Respirer correctement, dormir correctement, s'alimenter correctement avec des produits sains, cuisiner soi-même, etc. Et qu'est-ce qu'on a fait? Exactement le contraire. Enfermez-vous chez vous, barricadez-vous, ne respirez plus. Avec les masques, c'est encore pire. On bloque encore plus la respiration saine. Et puis quoi? La peur, c'est vraiment un régime de terreur. Et donc, le système immunitaire, il est par terre avec le régime de terreur. En tant que professionnels de la santé, nous avons également un rôle de prévention à jouer. C'est pourquoi j'aimerais attirer votre attention sur le fait que votre organisme est muni d'une arme redoutable, votre système immunitaire. De nombreuses études ont mis en évidence un lien étroit entre la sévérité du Covid et la carence en vitamine D et zinc notamment. Plus les carences sont élevées, plus la sévérité est élevée. Ces mêmes vitamines sont la base de notre système immunitaire. Elles le rendent optimal et régulent ses réponses face à l'intensité de l'attaque virale. Néanmoins, une déficience de ce système immunitaire ne se voit pas forcément à la forme physique d'une personne. Ainsi, certains, d'allure sportive et en bonne santé, peuvent en être démunis. Ne vaudrait-il pas la peine pour chacun de s'assurer qu'il n'a aucune carence et, si c'est le cas, de les suppléer ? Ne serait-il pas plus efficace de faire cela plutôt que de porter de manière intempestive ce masque qui peut même être très nocif pour la santé? Lorsque nous parlons de maladies infectieuses et d'épidémies infectieuses, je pense qu'il faut commencer par parler de l'immunité. En effet, depuis la nuit des temps, l'être humain vit entouré d'une myriade de bactéries et de virus qui vivent en symbiose avec lui. Ces micro-organismes sont parsemés sur notre peau, sur nos muqueuses, dans notre système digestif et ont des fonctions extrêmement importantes, je dirais même vitales pour notre santé et pour notre survie. Notre système immunitaire a comme fonction de mettre une barrière à leur pénétration à l'intérieur des tissus, de manière à ce qu'elles restent en surface où elles peuvent avoir leurs actions tout à fait bénéfiques pour notre corps. Les éradiquer de notre monde est donc tout à fait impossible et illusoire.
les virus et les bactéries font et feront toujours partie de notre environnement. Alors, de quoi notre système immunitaire a-t-il besoin pour nous protéger, justement? Eh bien, il a d'abord besoin d'être en contact avec ce monde microscopique, car c'est ainsi qu'il entretient ses fonctions. La deuxième chose, c'est qu'il a besoin d'une hygiène de vie correcte, c'est-à-dire qu'il a besoin que nous puissions nous nourrir de manière saine et équilibrée. Nous ne sommes pas faits pour manger de la nourriture transformée et industrielle. Il a besoin que nous soyons protégés d'un monde trop chimique et trop toxique. Il a besoin que nous puissions prendre l'air, que nous puissions avoir des contacts avec la nature, que nous puissions bouger, être en mouvement. Il a besoin que nous ayons des contacts sociaux, car pour l'être humain, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'équilibre psychique et donc pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Avec la prolongation dans le temps de toutes ces mesures sanitaires, ainsi que la communication médiatique catastrophiste, on stresse la population, un stress extrêmement délétère pour nos défenses immunitaires. Avec les mesures de distanciation, on nous empêche d'échanger des germes en majorité totalement inoffensifs pour les individus en bonne santé et qui contribuent à activer notre système immunitaire. Notre système immunitaire, comme toute fonction physiologique, une fois qu'elle n'est plus suffisamment sollicitée, elle perd en performance. Depuis que cette épidémie de coronavirus s'est propagée en Europe et en Belgique particulièrement, nous avons entendu toute une série de recommandations venant des autorités qui s'appuyaient sur des recommandations de spécialistes, virologues, épidémiologistes, dont les avis ont maintes fois changé et sont actuellement remis en question. Ce qui est regrettable, c'est que les seules mesures qui aient été proposées sont des mesures de protection, c'est-à-dire port d'un masque, distanciation sociale, des mesures d'éviction, des mesures de quarantaine ou de confinement. À aucun moment on n'a entendu parler de ce qu'il faut faire pour que notre immunité naturelle prenne le dessus, c'est-à-dire nous permette d'éviter de tomber malade ou, en cas de maladie, limite les dégâts à une petite infection de type grippe légère ou banale et ne parte pas vers un emballement qui aboutit finalement à des catastrophes et parfois malheureusement le décès. On a parlé de cette fameuse tempête de cytokines qui est une hyperréaction du système immunitaire. Or, il faut savoir que le plus important dans notre immunité, c'est d'assurer à notre corps la possibilité d'optimiser ses défenses par deux approches. Une approche nutritionnelle qui est indispensable pour fournir à notre corps ses moyens de défense. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme a survécu à toute une série d'infections en tout genre jusqu'à aujourd'hui occuper toute la planète et représenter 7 milliards d'individus. C'est grâce à la force de ce système immunitaire et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu besoin de vaccins et de peu de médicaments pour pouvoir survivre à ces infections. Il est important de penser à une alimentation équilibrée qui comporte obligatoirement des vitamines, mais pas des vitamines de synthèse, des vitamines fraîches venant de légumes, de fruits frais, des oligo-éléments qui permettent à notre corps de fabriquer les enzymes, les molécules qui accélèrent nos réactions chimiques, qui permettent à notre métabolisme, cette immense machine chimique qui entretient toute la structure de notre corps, qui permet de réparer, qui permet de construire, qui permet de guérir et d'éliminer les toxines, de fonctionner. Les vitamines, fruits frais, légumes frais, les oligo-éléments, également des fruits et des légumes frais, et c'est très important. Les oméga 3, entre autres acides gras, sont aussi très importants. Il est également capital d'avoir un peu de protéines de bonne qualité et de l'eau en suffisance. L'eau permet de filtrer le sang facilement, permet donc au foie et aux reins d'éliminer les toxines. Et c'est une surcharge de toxines
qui causent l'emballement du système immunitaire, qui perturbe le fonctionnement de notre corps, c'est un des facteurs expliquant que certaines personnes répondent très mal ou beaucoup trop fort au coronavirus et développent non pas une petite infection, mais un Covid-19 très grave. L'autre élément en face de cela, c'est tout ce qui est émotionnel, santé physique, dans le sens aération, oxygénation, exercice physique, marche, course, qui permet d'éliminer les toxines, de brûler les graisses en excès, d'apporter au corps de l'oxygène et de l'air. Finalement, le risque n'est pas aussi grand qu'on pourrait le croire si on voit ça simplement sur base de pourcentage. Donc, je répète un petit peu le profil des patients qui ont été hospitalisés aux soins intensifs, la mortalité telle qu'elle a été actuellement recalculée par l'OMS, puisque récemment, l'OMS parle d'un taux de mortalité de 0,6%. Probablement que ce chiffre va encore bouger, puisque maintenant on teste énormément de personnes. Donc, ça permet aussi de savoir finalement combien de personnes ont contracté la maladie, puisque c'est ça qui permet de faire le rapport entre le nombre de personnes qui décèdent sur le nombre de personnes qui contractent la maladie. Donc, je pense qu'amener des informations factuelles, c'est ce qui permet un petit peu de rassurer les gens. Mais pour être honnête, même comme ça, évidemment, une fois qu'on est dans un contexte d'anxiété généralisée comme ils sont parfois, eh bien, on aura beau dire des choses objectives, à un moment donné, c'est le subjectif et le psychologique qui entrent en ligne de compte, et c'est très très difficile de rassurer les gens une fois qu'ils sont vraiment dans cet état d'anxiété. Alors, j'ai pu constater que lors de cet épisode du Covid, les techniques dites alternatives ont été complètement occultées. D'ailleurs, la médecine classique a subi quasiment le même sort. Alors, mon rôle, c'est ce que je fais depuis des mois aussi à la pharmacie avec mes patients, c'est de rassurer. Rassurer premièrement parce qu'il existe des traitements, dont un traitement qui est utilisé par de nombreux pays avec de bons résultats. Il s'agit, vous en avez entendu parler, d'hydroxychloroquine, azithromycine, zinc, qui peut être utilisé de façon protocolée et contrôlée au niveau médical. Ce qui se passe, c'est qu'en Belgique, on a dit aux gens, on a interdit aux gens, aux médecins de le prescrire en ambulatoire, c'est-à-dire que c'est réservé à l'hôpital. Alors c'est une aberration complète, c'est totalement honteux parce qu'on sait très bien que ce traitement est plus efficace s'il est pris le plus tôt possible dès les premiers symptômes. Et ici en Belgique, qu'est-ce qu'on a dit aux gens? On a dit vous attendez, vous restez à la maison, si jamais ça ne va pas, vous allez à l'hôpital. Et là, on pouvait leur prescrire le traitement d'hydroxychloroquine. Mais c'était déjà un peu trop tard, ça ne donnait pas toutes les mêmes chances à tout le monde en tout cas. Et donc ça, moi j'ai trouvé ça complètement inadmissible. On sait que ces traitements ont des interactions. L'hydroxychloroquine est utilisée depuis très longtemps dans de nombreux pays, donc c'est un médicament bien connu, bien étudié. Idem pour l'azithromycine. J'ai regardé chez nous, rien que pour ma pharmacie qui est une moyenne de taille moyenne, en 2019, j'ai délivré 300 traitements équivalents de 3 jours en azithromycine. Donc si c'était un traitement tellement dangereux, je ne pense pas qu'il aurait été prescrit de façon aussi large, ou alors ils ont pris des gros risques les années précédentes avec notre santé aussi. Donc 300 boîtes multipliées par les 5000 pharmacies de Belgique, je vous laisse faire le calcul du nombre de boîtes qui ont été prescrites pour un médicament soi-disant dangereux ou pour lesquels il fallait faire très attention. Donc leurs raisons sont parfois assez douteuses. Alors on me dira que de nombreuses personnes sont décédées malheureusement ce printemps et que les hôpitaux ont été surchargés. Eh bien moi, je n'ai pas peur de dire, à l'instar du professeur Perron en France, que c'est la politique désastreuse de nos dirigeants et leur manque de clairvoyance qui a conduit à cette situation. Nos voisins allemands et hollandais s'en sont mieux sortis que nous, car face au même virus, les résultats dépendent des actions politiques et de leur cohérence.
on m'a empêché d'avoir accès à des traitements. Moi, désolé, si Didier Raoul avait raison, j'avais le droit, en mon âme et conscience, en tant que médecin, de dire dans mon colloque singulier, oui ou non, je vous le donne. D'accord? Alors, moi, j'ai eu un patient récemment qui était Covid-19 positif. Eh ben, je n'ai pas pu lui donner le plaquenil, l'hydroxychloroquine, mais j'ai pu lui donner d'autres traitements classiques. L'azithromycine est commercialisée sous 10 marques différentes par 10 laboratoires, donc elle est disponible, elle n'a jamais été en rupture de stock. Je lui ai donné encore une céphalosporine telle qu'un médecin français avait dit de faire, et je lui ai donné du zinc. J'ai encore revu aujourd'hui ce patient, il va bien, point barre. Mais je n'avais pas accès au restant du traitement. Voilà. Et ça, si maintenant il y a une prochaine épidémie, s'il y a un ministre de la Santé qui dit vous pouvez traiter comme ceci et pas comme cela, alors à quoi ça sert d'avoir fait 7 ans de médecine? Parce qu'il y a un ministre de la Santé qui va dire c'est celui-là et pas un autre. Ça, c'est inadmissible en tant que médecin. Et de nouveau, c'est cette mise hors jeu de la médecine de première ligne pour ce qui concerne effectivement la liberté thérapeutique. Donc, Facebook a le droit de décider qu'un traitement n'est pas valide et qu'on ne peut pas en parler, mais un médecin de première ligne qui a quand même quelques années d'études derrière lui, qui connaît ses patients, qui connaît ses antécédents, qui connaît ses contre-indications, qui connaît sa capacité ou pas à pouvoir prendre un traitement, c'est la base même de l'anamnèse en médecine et de la connaissance du dossier de nos patients. Je pense qu'il est quand même plus à même de savoir quel traitement lui est indiqué ou ne l'est pas, ou en tout cas, quel traitement risque de lui faire plus de mal que de bien. C'est quand même la base et le fondement de ce qu'on fait en médecine générale. Dire que je suis un médecin qui a traité mes patients en mars et avril avec de l'hydroxychloroquine, avec de très bons résultats. Et quand je voulais commencer à faire une étude là-dessus en mai, je n'avais plus de patients. Donc, c'est-à-dire que pour moi, le crise était mars et avril et le hydroxychloroquine marche très très bien. Il faut le faire correctement, il faut le faire par un médecin et il faudra donc qu'on ait une information correcte au médecin, comme on le prescrit. Pour l'instant, le Centre belge d'information pharmaceutique avait donné un avis, je pense, en fin juillet, qui était étrange parce qu'il n'avait pas réussi à trouver une seule étude qui montrait que l'hydroxychloroquine fonctionnait bien pour le Covid-19. C'est très étonnant, ça ne correspond pas du tout aux médecins sur le terrain. Et donc, je crois qu'ils doivent revoir la copie en Belgique et regarder plus profondément et demander les médecins qui traitent les patients comment traiter, donc, et ne pas écouter ce qu'ils vont chercher sur Internet. Vous savez que si vous faites une recherche sur Internet sur, par exemple, les méfaits de certains vaccins, vous n'allez trouver rien du tout. Et c'est parce que ces sortes d'informations sont effacées de l'Internet par certains pouvoirs qui ont de l'argent. Et je crains que c'est la même chose avec les informations sur l'hydroxychloroquine. Si les experts de la Centre belge pharmaceutique vont chercher sur Internet, ils ne vont rien trouver de bon sur l'hydroxychloroquine, probablement, parce que cela semble s'effacer au fur et à mesure que c'est mis en ligne. Donc, il y a un problème de l'accès aux informations correctes et je crois que nous devons surtout demander conseil aux médecins qui soignent, les médecins qui soignent avec de bons résultats. Donc, on a eu le professeur Raoult en France et on a aussi le professeur Perron qui a fait un très très bon travail. Et ce sont des personnes que je respecte énormément. Et je pense que c'est à ce genre de personnes qu'il faut demander conseil. Les traitements dans une maladie virale existent. Et pour venir à un aspect un peu plus médicalement technique, nous avons le zinc qui stimule l'immunité. Nous avons l'azithromycine qui est un antiviral et un anti-inflammatoire, un anticytokine surtout, en plus d'être un antibiotique n'attaquant pas les bactéries intestinales. Donc c'est un médicament extrêmement précieux justement dans le cadre de la Covid-19. Et puis il y a l'hydroxychloroquine, je ne m'étendrai pas sur ce sujet très controversé, mais il est quand même surprenant que ce médicament
vieux de certainement 50 ans, reconnu par son innocuité, ait été en interdiction de délivrance dans les pharmacies pendant justement le pic épidémique, et alors que l'Institut des maladies infectieuses de Marseille avait fait des premiers essais montrant son efficacité sur la Covid-19. C'est une des mesures de plus qui reste en point d'interrogation dans notre esprit. Et d'autre part, je voudrais également qu'on prête une attention particulière aux conséquences et aux conséquences psychiques et physiques sur nos enfants et nos adolescents, parce qu'ils ne peuvent plus continuer à supporter de vivre dans un tel climat d'incertitude. Nous espérons de tout cœur que cette rentrée puisse se faire de la manière la plus normale possible. En effet, tous ces enfants ont besoin de pouvoir se retrouver de la manière la plus normale, c'est-à-dire sans masque, pour pouvoir rire, pour pouvoir respirer, pour pouvoir grimacer. Ils doivent pouvoir se toucher, ils doivent pouvoir jouer ensemble de la même manière qu'ils l'ont toujours fait. Il faut aussi que leurs professeurs puissent donner cours sans masque, de manière eux aussi à pouvoir respirer, mais à ce qu'on puisse aussi voir leur expression faciale, à ce qu'on puisse voir leur articulation. Tout ça est fondamental pour une école. Et tout cela est important autant pour les primaires, pour les maternelles, pour les primaires et pour les secondaires. N'oublions pas que les enfants, c'est notre avenir, c'est l'avenir de notre société, c'est eux qui construiront le futur. Et donc il est vraiment important de leur garantir une rentrée qui leur permette un épanouissement et un développement social comme nous espérons tous qu'ils puissent l'avoir. Alors, le fait de mettre un masque, un tissu ou peu importe une visière, etc., va faire entraver en fait ce mécanisme, donc qui va mettre à mal en fait l'oxygénation. Ok ? Alors, j'aime bien prendre l'exemple de cette expérience qui a été menée dans une classe d'élèves et qui ont constaté en fait qu'en hiver, ces mêmes élèves avaient beaucoup plus de mal à se concentrer qu'en été. Eh bien, c'est tout simplement une question d'oxygénation. En hiver, tout est barricadé, alors qu'en été, tout est ouvert et l'oxygène circule mieux et les enfants peuvent s'aérer évidemment plus facilement. Je suis en train d'interpeller un petit peu dans mon entourage, de dire rendez-vous bien à l'école à la rentrée, faites des courriers pour les médecins du PSE et exigez un consentement avant de faire quoi que ce soit comme test aux enfants. Que je ne sais pas trop où ils veulent en venir avec ça, parce que d'une part, on te dit les enfants en dessous de 6 ans ne doivent plus être testés en cas de symptômes, et puis ils ne sont pas contaminants, et tchic et tchac, on ne sait pas à partir de quel âge on veut obliger les masques, et en même temps on veut tester tout le monde. Enfin, ça devient totalement hallucinant. Moi, je crois qu'il vaut mieux effectivement être absolument contre toute demande de testing forcé pour les enfants, clairement. Actuellement, s'ils ne bougent pas, si la population ne bouge pas, ce sont les enfants qui vont écoper. Ils rentrent le 12 septembre ou début septembre en Belgique. Donc, il faut actuellement travailler pour éviter que les enfants ne soient affaiblis, parce que ce vaccin qui est actuellement, d'abord, il n'est pas juste, il n'est pas conforme, il n'est pas légal. Donc, ils sont en train de faire des tas de choses illégales et dans notre dos et à notre barbe. Tout ça parce que c'est soi-disant l'état d'urgence. Même l'état d'urgence n'est plus légal. L'état d'urgence est fait pour être institué quand il y a urgence. Il n'y a plus d'urgence. Tous les médecins le disent. Le professeur Raoult l'a dit je ne sais combien de fois. Ça fait 2 mois que l'épidémie est circonscrite. Donc, nous sommes dans un état soi-disant en urgence et c'est faux. Ce sont les médias qui passent ce message et ils mentent. Il y a des conflits d'intérêts. Donc, comment est-ce qu'il faut agiter la pendule? Il faut attendre que les enfants soient pris, qu'ils soient pris en otage pour que les gens réagissent? Non, ce sont les parents qui doivent réagir maintenant. Le code vert, effectivement, c'est soit pas de circulation du virus au vaccin. Mais pas de circulation du virus. Je pense que si on veut créer des tests PCR positifs, on en aura. Donc, à un moment donné, je pense que de dire qu'il y aura 0 PCR,
C'est illusoire puisqu'on nous dit qu'il faut apprendre à vivre avec ce virus qui va probablement diminuer en gravité, etc. Mais donc, je trouve que conditionner effectivement ce code vert à la vaccination, rien que ça, c'est vraiment scandaleux. On ne connaît pas l'efficacité de la vaccination. Comment est-ce que la vaccination serait la seule manière d'être en code vert? Ils sont en train de dire aux enfants, votre école, ce ne sera jamais plus comme avant, en fait. Ça veut dire aussi qu'on va forcer le vaccin aux enfants, aux ados. Ils ne retourneront pas 5 jours sur 5 à l'école tant qu'ils ne seront pas vaccinés. C'est ça que ça veut dire, en fait. C'est quand même incroyable. Déjà, ça, en fait, c'est une manière de nous dire qu'on va l'obliger dans certains contextes. On apprend à toute une génération d'enfants et d'adolescents à avoir peur des relations sociales. On leur a d'abord appris qu'ils étaient une menace pour les adultes et pour leurs grands-parents, qu'ils ne pouvaient plus approcher. Et maintenant, on leur apprend à l'école à ne plus approcher ni toucher leurs copains ou leurs copines. On leur apprend à avoir peur des contacts avec les autres. Et on les oblige à mettre un masque qui les empêche de rire, de jouer et de vivre librement. On met un masque à leurs professeurs de manière à ce qu'ils ne puissent plus voir leur expression faciale, leur articulation. Quelle génération sommes-nous en train de créer ainsi? Et pour protéger qui et de quoi?